Bonjour à tous, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes mercredi 25 novembre, il est 10h30 et la tentative de record du trophée Jules Verne par le Maxi Edmond Rothschild a démarré cette nuit à 3h26 et 26 secondes précisément. C'était cette nuit au large de Ouessant. On va tout de suite d'ailleurs partir sur le bateau, on est en direct. On va retrouver Charles Caudrelier qui est sous la casquette. Voyez les images qui vous parviennent du bord. Charles Caudrelier qui doit nous entendre normalement, je ne sais pas si c'est le cas. En tout cas, bonjour Charles, comment ça va à bord du Maxi Trimaran Edmond Rothschild? Tout de suite, c'est la question qu'on se pose. Alors, c'est Yann. C'est Yann qui est... Voilà, c'est Yann qu'on a en ligne. Et la première chose que je vais vous montrer tout de suite, c'est le derrière. On vient de dépasser à l'instant, je ne sais pas si vous les voyez. On les voit, on voit le bateau Sodebo que vous avez passé dans le début de la matinée et qui est juste derrière vous. Exactement, c'est Sodebo qui est juste derrière, qu'on vient de passer, il y a environ une demi-heure. Voilà, on le rappelle, hein, cette nuit, le bateau Sodebo Ultime est parti une petite demi-heure avant le bateau le Maxi Trimaran Edmond Rothschild. On a Yann Rioux, donc le médiaman, qui est à bord. On a vu Charles Caudrelier. Quelles sont les conditions de mer? On en saura un petit peu plus tout à l'heure, mais on voulait vous faire partager ces premières images à bord du bateau. À mes côtés, pour vivre tous ces moments, ce moment de partage qu'on va vivre ensemble, j'ai Cyril Dardachetier, le directeur de l'écurie aux 5 Flèches, le Gitana Team. Bonjour Cyril. Bonjour Olivier. Bienvenue chez vous, j'ai envie de vous dire, puisqu'on est à l'intérieur de votre base, ici à Lorient. Et puis à ses côtés, on a Yann Eliès, 3 tours du monde à son actif, qui est avec nous, 2 trophées Jules Verne, un Vendée Globe, et qui est équipier remplaçant. Vous nous expliquerez un petit peu votre rôle dans cette équipe. Bonjour Yann. Bonjour. On a vécu effectivement hier le départ du bateau du Maxi Trimaran Edmond Rothschild, qui s'est décidé tardivement, puisque ça s'est décidé aux alentours de 20h30, après une petite étude des derniers fichiers météo avec Marcel Van Triest, qui est le routeur du projet et qui s'est entretenu longuement avec Franck Camas et Charles Caudrelier, les 2 co-skippers du bateau. On va retrouver toutes ces images que vous n'avez peut-être jamais vues encore. C'est inédit. Ce sont les images de la prise de décision du départ et puis surtout le départ ponton. C'était hier soir à la base, ici à Lorient. Et bien sûr, on retrouvera l'équipage en direct juste après. Maxi Rothschild sur l'anticipation sur Canal 16, j'avance en Afrique. Attention, c'est de monter au nord de Ouessant, sans rentrer dans le rail évidemment. Ah ok, tout bien reçu. Vous êtes à la voile ou pas? On est à la voile effectivement. Ok, super. Juste savoir votre provenance et votre destination s'il vous plaît. Alors notre provenance Lorient et notre destination va revenir à Brest en moins de 40 jours. On part faire le trophée Jules Verne. Ça marche, je vous remercie du coup de toutes les infos, puis je vous souhaite un bon voyage et une bonne mer. On est à 3006 dans l'ouest de la ligne. Donc on va abattre là, plein cul. Dans cette phase-là, on remontera le foil, on reloffe, on vire, on renvoie le sel et on abat avec la bonne toile, quoi. On passe ce waypoint là et on part. Alors, écoute, on n'est pas loin de partir, sur des beaux pas. Et nous, je pense qu'on va pas tarder à suivre. Allez gars, on coupe la ligne dans 1 minute. On va couper là. Hein? On va bientôt couper. On a coupé la ligne. Parti les gars. En 40 jours, on repasse dans l'autre sens. Ça y est, c'est parti. Et à 6h, on a été chez nous tranquille. 10h, 8h. On a préparé le télé.
compris, ça, ce sont les toutes premières images qui nous sont parvenues après, au moment du départ, à 3h26 du matin, avec cette petite phase qui est obligatoire administrativement. Hein. Il faut décliner son identité, Yann, hein, c'est ça? Oui, bah, les conditions sanitaires obligent. Personne n'est sur l'eau et donc ça se voit tout de suite si un bateau est en mer et donc on doit prévenir les autorités locales de l'identité du bateau, de son point de départ et son point d'arrivée. Donc là, effectivement, la petite anecdote, c'est que le bateau partait pour l'Orient et pour 40 jours. Voilà, et donc, il fait Lorient-Brest, mais en 40 jours, mais en passant un petit peu par un parcours un peu différent. Hein. On va le revoir d'ailleurs, ce parcours dans quelques instants, pour justement vous expliquer tout ce qui va se passer pendant ces 40 jours. On le rappelle, 23 heures, 30 minutes à battre. Hein, c'est le record de Francis Joyon sur Idexport. On va retourner tout de suite sur le bateau. On va essayer de faire des allers-retours avec le bateau en fonction, bien évidemment, des conditions météo et des transmissions. Voilà, on est sous la casquette. Là, c'est en train de manœuvrer. On est à bord avec, si je ne me trompe pas, Morgan Lagravière qui est de dos. Voilà. Et puis, on a une partie de l'équipage qui est en train de manœuvrer en ce moment. Ah non, c'est Erwan Israël, voilà, qui est de dos. Et on va peut-être retrouver un des équipiers à bord. Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne à bord du Maxi Trimaran Edmond Rothschild? Ça va être forcément un petit peu compliqué. On va en tout cas vous faire vivre des images qui nous parviennent au fur et à mesure, comme on les a vécues tout au long de cette soirée hier. Effectivement, la décision s'est prise un petit peu tardivement. On aura l'occasion de revenir dessus, Cyril, parce que les conditions ont évolué pendant la journée. Au départ, on pensait partir jeudi, puis finalement, ça s'est un petit peu précipité. Effectivement, on avait en fait, on était organisé pour partir jeudi. C'est vrai qu'on avait vu cette fenêtre, mais que pour nous, elle était pas forcément satisfaisante dans la mesure où en fait toute l'Atlantique Sud était un peu bloquée et donc on avait une ouverture jeudi et puis en fait on s'est rendu compte très vite que hier soir les fichiers étaient encore plus mauvais jeudi et comme on a vu que Sodebo finalement se préparait et allait sur la ligne, on s'est dit que stratégiquement c'était quand même malin d'aller le suivre. On va justement retourner de temps à autre, voir ce qui se passe sur le bateau et on revivra bien sûr dans les conditions du direct le moment où tout s'est décidé hier. On vous montrera toutes ces images. Voilà, avec le bateau, on va revenir sur le bateau. Je crois qu'on a retrouvé la liaison. Eh bien non, on ne l'a pas. Bon, écoutez, en tout cas, hier soir, donc vous le disiez, effectivement, les choses se sont un peu précipitées. Et après une dernière consultation de Marcel Van Trierst par téléphone, on va vivre en direct la prise de décision, comme si vous y étiez. Regardez bien, c'était hier soir, ici même, à quelques mètres d'ici, au sein de la base Gitana, avec Franck Camas, qui était très déterminé. Vous allez voir sa tenue, vous allez comprendre qu'il était prêt à partir, avec Charles Caudrelier et le reste de l'équipe. On écoute, on regarde et on vit cet instant d'émotion. Départ à partir de 0h ce nuit. Donc ça reste très aléatoire. Ce sera bien de partir maintenant. On y va, Marcel, et on voit. Hein. Bon on y va. C'est parti. Que le front c'est vers à partir de 3h, j'ai l'impression 2h30. On essaiera de passer la ligne vers 3h juste après le front. C'est là-bas. Okay. On est parti, on est parti. Ah, effectivement, ça a été très brutal. On n'a pas eu le temps de voir le truc arriver. Si on était un peu près dans notre tête à pouvoir partir ce soir, on sait que c'est un bateau exceptionnel. Si on a une météo avec un peu de réussite, on peut faire un temps canon parce que ce bateau il va vraiment vite, quoi. Allez, ciao! Voilà, avec ces images qu'on a vécues en vrai, ici, en direct, c'était hier soir, avec notamment Yann Eliès et Cyril Dardachti qui sont à nos côtés. Yann, vous vouliez revenir sur ce moment parce qu'on a vécu une journée assez incroyable hier. Ben oui, il y a eu effectivement un petit peu précipitation et ça a été un départ rapide pour tout le monde. Mais il faut rappeler que dans l'histoire du Trophée Jules Verne, ce jeu un petit peu de dupe et puis ce jeu psychologique qu'on a vécu hier entre Gitana et Sodebo, entre Thomas Coville, Charles Caudrelier et Franck Camas, ça remonte déjà à plusieurs années. Moi, je me souviens en 2002,
2002 et 2005, déjà notre ennemi préféré, c'était Olivier de Kersauzon. Ouais, il y avait eu en 94 avec Peter Blake aussi, oui, une passe Peter d'armes du même Blake, style. et donc oui, je pense qu'hier on a vécu une des pages légendaires de ce trophée Jules Verne, effectivement avec Sodebo, Thomas, qui n'ont pas vraiment tout de suite dit qu'ils souhaitaient partir. Finalement, on s'est rendu compte vers 16h, je crois à peu près, qu'on était sûr qu'ils allaient partir. Oui, ça a commencé à s'énerver vers 16-17h, effectivement. Voilà. Et Franck qui prend la décision, Franck et Charles qui prennent la décision de partir à 19h30. Donc on voit bien que là, il y a déjà une bataille psychologique à distance entre ces deux équipages et un jeu de dupes qui s'est installé hier et qui a finalement abouti à un départ dans la même heure cette nuit aux alentours de 3h. Cyril, il y a déjà un petit moment que vous êtes en stand-by, que vous êtes en attente pour partir, pour trouver le meilleur moment, la meilleure fenêtre. C'est aussi ça, le point le plus important, c'est de trouver le bon moment pour bien partir, parce que la descente de l'Atlantique, c'est primordial. Oui, c'est vrai qu'en fait, on se bat contre un temps, on se bat pas contre un adversaire. Alors là, c'est vrai qu'on a un peu les deux, et tant mieux. Je trouve que c'est très très bien pour suivre, et c'est toujours sympa d'avoir finalement un bateau contre qui se confronter au-delà du temps. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est vraiment la situation météo qui fait qu'on part. Et là, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément la situation météo idéale, et c'est pour ça qu'on temporisait, d'autant qu'on savait qu'il y avait un autre adversaire effectivement qui était susceptible de partir, et donc on voulait quand même essayer d'avoir une fenêtre optimum. On va voir justement que vous aussi, vous allez pouvoir suivre tout ce qui va se passer sur le site internet du Gitana Team grâce à la carto qui va vous être proposée en temps réel avec un rafraîchissement quasiment toutes les heures. Vous le voyez, vous aurez la trace, la marque jaune, c'est Gitana, et puis le petit bateau rouge, c'est Francis Joyon avec Idexport. On voit qu'il y a déjà de l'avance dès le départ. On met la pression avec ce bateau exceptionnel dont on va pouvoir parler dans quelques instants, Cyril. Ce bateau exceptionnel qui est le dernier né de la Gitana Team. Faut se rappeler quand même que Gitana dans la voile, ça date pas d'hier. Le début, c'est en 1876 avec Julie de Rothschild. Ça se passe sur le lac Léman, et l'histoire commence là avec une première navigation en 76, et puis tout de suite un record en 1879. Elle arrive à atteindre les 20 nœuds avec un bateau. Ça pulvérise les vitesses établies par un bateau. Et puis carrément en 1898, elle atteint 26 nœuds. C'est un record qui a été établi par le Gitana 2, et c'est la vitesse de décollage maintenant pour le Maxi Trimaran Edmond Rothschild. C'est ça, pour la petite anecdote, en fait, le deuxième bateau qui finalement en fait a été une réponse, parce que le premier bateau qu'elle avait construit, en fait, c'est quand même une femme de caractère. Il faut s'imaginer à l'époque une femme construire un bateau et de se dire qu'elle allait battre le record de vitesse en bateau. C'était à l'époque aller contre les bateaux militaires. Il n'y avait pas d'autres candidats. Et donc le deuxième bateau qu'elle a construit parce qu'elle trouvait que le premier n'allait pas assez vite, et finalement aujourd'hui la vitesse de décollage du Maxi Edmond Rothschild. Donc c'est la petite anecdote qui est assez sympa. Et voilà le record de l'époque. Et puis en 1960 ça s'accélère. Edmond Rothschild relance la saga avec des bateaux qui vont marquer l'histoire de la plaisance, de la navigation et de la compétition, avec des records sur le Fastnet avec le Gitana 4, c'était en 1965, de record détenu pendant 19 ans. Et puis ça a continué comme ça cette saga jusqu'en 2000 où Benjamin de Rothschild avec sa femme Ariane ont décidé carrément de professionnaliser cette passion en créant le Gitana Team dont vous êtes le directeur. C'est ça. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'en 2000, Ariane et Benjamin de Rothschild, voyant en fait la professionnalisation du nautisme et de la voile, se sont dit mais il faut qu'on crée une écurie telle que ce qu'on voit finalement sur les écuries de F1. Et en 2000, effectivement, ils ont créé le Gitana Team. Et avec cette équipe, on a maintenant commencer à avoir une belle histoire où on construit quelques bateaux. En 2006, victoire sur la route du Rhum avec un record, les Transat anglaises, les Extreme Sailing Series, la Transat Jacques Vabre, les monocoques foil aussi sur le Vendée Globe lors de la dernière édition, l'édition précédente. Et puis après, on est carrément passé sur les multi 70 avec des records déjà à l'époque, 43 nœuds de vitesse pour 20 nœuds de vent. Et puis en 2017, c'est l'apothéose, c'est le dernier né de la famille, c'est le dernier bébé, un gros bébé quand même. Ça fait partie de la catégorie des ultimes. 32 mètres, 32 de long, 23 de large. C'est le Maxi Trimaran, c'est le dernier né qui est sorti le 17
juillet 2017. C'est ça, on est assez abonné avec le 17, ça nous plaît pas mal. Et en fait, le Maxi Edmond Rothschild et ce Gitana 17 en fait est né au départ du fait qu'on était en train de trouver les solutions pour aller plus vite. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en 2013, dans la baie d'Oraki, on a vu les premiers bateaux de la Coupe de l'Amérique faire les premiers vols, en fait, des premiers sauts. Et on s'est dit, mais alors ça, c'était évidemment sur mer plate et sur des navigations à la journée. Et tout de suite, on s'est dit, mais l'avenir, il est là. Et on a commencé à travailler sur ce sujet depuis 2013. Où là, justement, on avait la chance d'avoir à disposition le mode 70 qui finalement nous a servi de plateforme sur lequel on a mis des foils, des safrantés. Enfin, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que je pense que on va rentrer dans des histoires complexes. Et en tout cas, c'est là où nous avons fait nos premiers essais de vol. Et c'est là où effectivement on a atteint 43 nœuds avec ce bateau. Et on s'est dit mais il faut qu'on construise un maxi trimaran. Et on a la chance d'avoir justement des armateurs passionnés et qui étaient complètement enthousiaste dans cette idée et on est parti sur la construction de ce Maxi Edmond Rothschild qui a demandé 170 000 heures de construction, 35 000 heures d'études. Et 35 000 heures d'études au sein justement du bureau d'études qui est ici au sein de Gitana. Hein. C'est vous qui avez travaillé sur cette création et pour mettre au point effectivement le premier multicoque de course au large volant. C'est exceptionnel et ça perpétue donc cette tradition, cette passion de la voile, la saga maritime de la famille Rothschild continue, bien sûr, avec Benjamin et Ariane. Un bateau exceptionnel, vous avez eu l'occasion de naviguer dessus. Yann, qu'est-ce que vous en pensez de ce bateau ? C'est le kiff, il n'y a pas mieux. Enfin, je veux dire, Gitana 17, c'est le bateau sur lequel tout le monde rêve de naviguer. J'ai eu cette chance cet été de faire partie de l'équipage. On voit les images qui nous parviennent du large, là, actuellement en direct. Malheureusement, je suis resté équipier remplaçant, mais j'ai quand même eu la chance de naviguer sur cette machine incroyable. Voilà, c'est un plaisir énorme, presque d'une facilité déconcertante. On a tout de suite 35-40 nœuds. On a envie que ça aille encore un peu plus loin. Tout de suite, on sent que le plafond des 40-45 nœuds, on aimerait bien aussi le dépasser. Franchement, c'est une machine extraordinaire. On a effectivement avec la cellule performance qui est intégrée ici au sein de Gitana un bateau exceptionnel et je crois qu'on va pouvoir dire un petit mot de ce bateau dont on ne parle pas de tirant d'eau mais tirant d'air. Hein. C'est quand même bien symptomatique de ce bateau. On va retourner d'ailleurs dessus avec Charles Caudrelier qui est avec nous, on l'espère, pour nous dire peut-être quelques mots sur ses premières heures de navigation. On rappelle que vous êtes parti à 3h26 du matin. Charles, je ne sais pas si vous m'entendez. En tout cas, nous, on vous voit et on a hâte de savoir comment ça se passe à bord du bateau. Écoute, ça a été une sportive parce que le vent est très instable. Et on a en plus pris à attraper quelque chose dans le front, donc on a dû faire la marche arrière. Voilà, et puis là, par contre, au lever du soleil, on a eu une belle surprise parce qu'on a vu apparaître ce Sodebo. Et là, on est bon avec lui. On l'a doublé il y a une demi-heure. Et on est tout proche. Et on est parti pour un mano à mano. Et vous êtes devant. C'est ça ce qu'on retient actuellement, en tout cas. Où êtes-vous exactement à quel niveau dans l'Atlantique êtes-vous parvenu? Ouais, ça va. Pouvez-vous répéter la question? On voudrait savoir où vous êtes parvenu dans l'Atlantique. Où êtes-vous dans l'Atlantique, Charles? J'ai pas bien reçu. C'est un peu haché. Il y a beaucoup de bruit à bord. On va vous retrouver. Comment ça se passe? À quelle vitesse êtes-vous actuellement avec le bateau? Quelle vitesse avez-vous? Entre 35 et 40 nœuds en moyenne, quoi. Voilà. Là, ça commence à bien accélérer. On a fait toute la nuit sur pilote parce que c'était un peu imparable. Avec la nuit noire et on était un peu fatigué avec lui. Et là, Morgan vient de prendre la barre et il a vu notre concurrent à côté, ça l'a énervé, il a pris la barre là et il est à fond. Bon, on notera qu'il faut. On a eu un appel sympa de Sodebo ce matin. Ouais. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Voilà.
On est parti. Bah, j'entendais pas ce qu'ils disaient, parce qu'enfin, ils avaient l'air, quand c'était Thomas, qui disait que c'était sympa de se retrouver là et de faire cette bagarre autour de la planète. Et voilà, et on est parti effectivement pour ce tour du monde qu'on va vivre avec vous, 21 760. C'est incroyable. Yann, oui, Yann, vous avez peut-être un mot pour Charles? Charles, j'imagine que tu dois être content d'être parti. Quelles sont les conditions de mer? C'est volable, on va dire? Ça vole bien, ou est-ce que les conditions de mer sont déjà contraignantes? Non, la mer est pas très formée. La mer est pas haute, mais elle est très désordonnée. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas navigué très toilé ceci, mais ça a payé. On allait plus vite que nos concurrents. Et là, ce matin, on voit mieux les vagues, on peut barrer. On vient de dérouler une voile, notre Genaker pour voilà. On a fait la nuit fusileuse, tranquille. Voilà. On reçoit effectivement Charles Caudrelier. Il y a toujours effectivement Charles, des petites coupures, mais une autre question. Est-ce que vous avez démarré les quarts? Je vois que tout le monde n'est pas sur le pont. Vous avez démarré à prendre vos quarts? Ouais, on a démarré nos quarts tout de suite après le départ parce qu'on n'avait pas dormi jusqu'au départ. C'était un peu tard. Et du coup, dès qu'on a coupé la ligne, qu'on est parti, on a commencé nos quarts. Est-ce que vous avez eu le temps d'amener un petit peu de frais quand même hier dans la précipitation, ou est-ce que vous êtes déjà au lyophilisé? Non, bon, on mange très bien. On n'a pas de lyophilisé quasiment. On a du frais et pour les 4-5 premiers jours, on a des fruits et des avocats. Donc non, pour l'instant, pour les premiers jours, c'est vraiment parfait. Et ensuite, ça va être pas mal quand même. Il n'y aura plus de frais, évidemment, à de la charcuterie. Non, mais on va bien manger sur ce qu'on est lyophilisé. Cyril, peut-être un petit mot pour Charles et Franck qui sont à bord du bateau avec l'équipage. Non, tout simplement que, évidemment, je suis avec eux, et c'est vrai que quand on les laisse partir comme ça, en plus sous la précipitation, il y a vraiment un pincement au cœur parce qu'on organise tout, on essaye de faire en sorte que tout soit timé, et c'est vrai qu'on se retrouve vraiment dans quelquefois à courir, et vraiment on n'a pas vraiment eu le temps de s'encourager, et en tout cas de leur souhaiter bonne chance, et vraiment on est tous derrière eux. Charles, et un petit mot sur vos objectifs aussi concernant l'arrivée à l'équateur. On aimerait savoir un petit peu dans combien de jours vous comptez arriver à l'équateur. Écoute, on espère faire moins de 5 jours et pourquoi pas accrocher le record actuel. Maintenant, on sait très bien qu'entre les routages qui nous faisaient arriver en moins 4 jours et demi et puis la réalité, il y a des impondérables. Et comme cette nuit, la marche arrière, des choses comme ça. Donc, voilà, mais il faut qu'on soit en moins de 5 jours là-bas, c'est sûr. Le record à battre, on le rappelle, c'est 4 jours, 19h37 minutes, voilà, entre Ouessant et l'équateur. Et au Cap de Bonne-Espérance, donc à la pointe de l'Afrique, on peut espérer en combien de jours voir le maxi trimaran Edmond Rothschild? Il faut espérer qu'on le verra en moins de 12 jours sûr, et j'espère moins de 11 jours. Pour avoir de l'avance sur le record de Francis, qui est la suite, pour lui, a été exceptionnel. Son plus mauvais temps, je pense que c'est à Bonne-Espérance. Donc c'est là où on a le plus de marge à gagner. Donc il faut absolument qu'on tombe tous les 12 jours, ça serait bien. Charles, merci beaucoup. On va vous laisser continuer à naviguer. On va continuer, bien sûr, à partager ces moments exceptionnels avec vous. Hein, Yann, c'est exceptionnel ce qu'on vit.
Ouais, moi j'ai toujours un faible pour ces images vues du large, pour les lives. En plus là, on voit Sodebo sous le vent. Enfin, je veux dire, juste derrière. Ouais, je veux dire, avoir d'une caméra du bord, voir un autre concurrent, comme on peut le voir sur le Vendée Globe, c'est extrêmement rare. Donc là, de voir qu'ils sont déjà au coude à coude, c'est super. Et puis, écoute, ils ont l'air d'avoir des conditions assez maniables, même si le vent est instable. Les premiers jours et les premières heures de course sont jamais évidentes parce que le marin quitte son costume de terrien. Donc les conditions, je trouve, sont plutôt maniables. J'ai connu pire comme départ. Je ne sais pas si on a encore, Charles, justement, vous évoquiez le Vendée Globe. Vous allez rattraper dans quelques jours certains des concurrents de ce Vendée Globe. Est-ce que justement le fait d'être en mer avec Sodebo à vos côtés, d'autres bateaux du Vendée Globe, est-ce que c'est quelque chose de rassurant, de perturbant? Comment vous vivez cette présence de tous ces bateaux sur l'océan en ce moment, Charles? Ah bah écoute, c'est sympa, on est ravis de rattraper nos concurrents, on a plein d'amis sur le Vendée Globe, donc on est assez près d'un et vous ramenez des images incroyables, inédites même, parce que c'est... Voilà, nous on a la chance d'avoir un Mediaman à bord, donc on peut ramener des images en plus de qualité, on pourrait rêver de faire voler un drone au-dessus d'eux en passant à côté, parce qu'ils sont quand même très nombreux sur l'eau, on va peut-être en raser un, pas trop près je sais. Et pas puis, trop. ouais, pour nous et comme pour eux d'ailleurs, c'est rassurant d'avoir du monde autour, hein, parce que quand on va arriver dans les mers du Sud, quand on a un souci, on est un peu seul, donc d'avoir une flotte comme nous, c'est plus rassurant, je trouve. Et en plus, on va avoir la chance de bénéficier de l'image satellite, parce que le Vendée Globe a un partenariat avec un fournisseur d'images qui coûte très cher, donc on va avoir accès à des très bonnes images du Sud pour les glaces, pardon, c'est pas très clair, et voilà, parce que nous on n'a pas de limite comme le Vendée Globe, on peut descendre très sud, plus on est sud, plus la route est courte, c'est tentant, mais le degré d'iceberg est fort, donc voilà, on est content de pouvoir bénéficier d'analyse de la situation des glaces du Vendée Globe. Justement, Yann, on peut en dire un petit mot de ce partenariat parce que c'est important, c'est une donnée importante d'avoir accès à ces images, hein, Yann. Oui, comme le rappelait Charles, sur le trophée Jules Verne, pas de limite de glace, contrairement au Vendée Globe où les concurrents devront respecter une zone interdite dans le sud pour éviter d'aller... La zone Z2A, comme voilà, on dit. pour éviter d'aller jouer d'un petit peu trop près avec les glaçons. Et donc, le Gitana Team et le Vendée Globe ont un partenariat commun avec CLS, c'est ça? C'est ça, ouais. Exactement. Et donc ça va permettre de positionner plus précisément ces zones de glace et de pouvoir les éviter dans le sud. On va revenir justement sur ce parcours particulier du trophée Jules Verne avec un bateau exceptionnel, hein, comme le disait Charles, c'est une véritable innovation pour la performance. Ce bateau nouvelle génération, on a quelques images à vous montrer encore. C'est une nouvelle philosophie, c'est une nouvelle façon d'aborder la course. Je veux dire, le record est détenu par un entre guillemets vieux bateau, le bateau de Francis Joyon qui est un bateau de 2007 si je ne me trompe pas et qui du coup maintenant fait figure d'animal préhistorique par rapport à ce nouveau Maxi Edmond Rothschild. Oui, c'est d'autant plus qu'il faut souligner la performance de Francis Joyon et de ses hommes d'équipage. C'est-à-dire qu'avec un bateau d'ancienne génération, ils ont réussi l'impensable, quasiment accrocher les 40 jours. Ils ont aussi montré la voie d'un équipage réduit. On voit qu'aujourd'hui, sur le Maxi Edmond Rothschild, voilà, on n'est que 6, alors qu'en 2002 pour moi et en 2005, avec Orange et Bruno Perron, on était 13 à bord. Là, on a diminué quasiment de moitié le nombre d'équipiers à bord. Il a donné cette voie-là. Donc, le défi en 2020 pour Gitana et puis pour Sodebo, c'est d'arriver à faire voler un multicoque autour du monde en moins de 40 jours. C'est un défi incroyable, jamais réalisé. Donc on va suivre ça de près et j'espère qu'on va y arriver surtout. Il faut rappeler que l'objectif, c'est carrément de le faire voler à peu près 50% du temps. Ça serait formidable. Et on rappelle que quand le bateau s'élève, il n'est plus porté que par 4 mètres carrés, alors que normalement c'est 55 mètres carrés. Et là, c'est à peine 4 mètres carrés sur lequel repose ce bateau exceptionnel. Un bateau exceptionnel à tout point de vue parce que c'est aussi une œuvre d'art, hein, faut le rappeler pour les gens qui ne le savent pas.
passe. C'est Cléon Peterson qui signe la déco des voiles et c'est une volonté aussi de Ariane de Rothschild que cet objet soit un objet de performance, un objet d'innovation, mais aussi un objet d'art. C'est ça, l'idée c'était d'avoir une œuvre hors des murs et en fait on avait lancé avec le Palais de Tokyo un concours et donc on avait été séduit par Cléon Peterson qui nous a effectivement fait cette œuvre pour laquelle on a été vraiment séduit. Et justement pour la petite anecdote, c'est que la femme qui est représentée finalement sur le flotteur finalement ressemblait beaucoup aux filles d'Ariane et Benjamin voilà, Rothschild. Parce qu'il y a la sirène et les 4 filles qui sont les 4 guerrières, on va dire les 4 guerriers, et ce sont les filles des armateurs. Alors qu'ils ne le connaissaient évidemment pas du tout et ça a été, pour nous ça a été assez un déclic. Voilà. Et ce bateau, donc effectivement, on peut l'admirer encore si vous êtes en Atlantique pour quelques heures, parce que ça va très vite. Hein. Un bateau exceptionnel qui va permettre, on le rappelle, de tenter de battre le record de 40 jours, 23 heures, 30 minutes et 30 secondes précises. On va revenir au bateau quelques instants parce qu'on va devoir couper la liaison. Voilà, on voit Erwan Israël. J'étais à 5 à 2 minutes. Voilà, avec... on ne voit pas qui est à la barre, mais en tout cas, il y a du monde. Yann, c'est Morgan peut-être. Ouais, c'était Morgan. Alors Morgan, c'est un mec super sympa qui adore la vitesse. Il y a toujours un petit challenge à bord de savoir qui arrivera à faire avancer le bateau le plus vite. C'est une bonne émulation, ça? C'est une bonne émulation. C'est sûr qu'avec la nouvelle version des foils qu'on a mise au point cet été, on a senti qu'on arrivait justement à dépasser un petit peu ce plafond, hein, Cyril. Le record est à combien maintenant? 47,9. 47,9, ouais, ça commence à causer. Ah non, on est plus que ça, pardon. On est même à 48,9 ou 49. Enfin, on n'est pas loin des 59. 47, c'était l'ancien record. Donc maintenant, on est à 49 quelque chose. Enfin, on frise les 59. Et on sait que quand on est en compétition, on repousse les limites. Hein. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que là, le jeu, ce qui sera important, c'est de garder ces fameux impendices qui font voler le bateau en état le plus longtemps possible. C'est, je crois, la grande inconnue sur ces 40 jours. Dans quel état et comment on va réussir à faire tenir cette machine au maximum de ce potentiel. Et donc là, il faudra peut-être effectivement faire attention, ne pas viser les 47 nœuds, mais plutôt les 40 nœuds moins, pour arriver à maintenir le potentiel du bateau le plus longtemps possible. Avec une telle vitesse, et on le rappelle, Charles Colrelier le disait, qu'il espérait battre le record de l'océan Atlantique Nord en arrivant avant les 4 jours, 19h et 37 minutes. Il y a pas mal de records d'ailleurs qu'on peut battre lors de ce trophée Jules Verne. On va en découvrir quelques-uns ici, voilà, au départ de Ouessant notamment, pour aller battre le record de l'Atlantique Nord jusqu'à l'équateur. Là, c'est celui dont on parlait il y a quelques instants. Puis il y a aussi qui est dans l'océan Indien, parce que si le parcours du trophée Jules Verne passe par les caps, les records se font par exemple entre le cap des Aiguilles et le cap sud-est de Tasmanie pour l'Indien, le Pacifique avec le cap sud-est de Tasmanie et le cap Horn. Voilà, ça c'est un autre record que l'on peut tenter de battre. Et puis il y a aussi le record de l'équateur à l'équateur. Là, c'est le plus long, c'est en 29 jours, 9 heures, 10 minutes et 55 secondes. On va le découvrir dans quelques instants. C'est Francis Joyon qui le détient. Et puis, il y a aussi ce record avec la vitesse que vous évoquez. Ça peut être battu. C'est le nombre de milles aussi que l'on peut parcourir en moins de 24 heures. Vous en rappelez, Yann, combien de milles? Je crois que c'est 949 000. 908 voilà. Détenus par Banque Populaire sur ce record de la traversée de l'Atlantique. Bon, c'est un record qui effectivement est atteignable, mais bon, ça fait quand même beaucoup, 900 000. C'est plus que le chemin Dublin-Hendaye. Enfin voilà, si on arrive à mettre, c'est incroyable en 24 heures. Ça va être dur à aller chercher quand même. On va retourner sur le bateau une dernière fois. Voilà, je vous le disais, on vous a fait vivre ces images en direct. On va continuer bien sûr à parler du trophée Jules Verne. Voilà, des images offertes par Yann Rioux, le médiaman du bateau, qui est en train de nous donner un petit peu une idée de la vitesse à bord du bateau. On voit que les garçons sont à la manœuvre et on va les saluer, on va leur souhaiter bon vent bien sûr et les retrouver très vite avec toutes les vidéos que Yann Rioux ne manquera pas de vous faire partager, de nous faire partager sur la chaîne YouTube du Gitana Team, que vous pouvez bien sûr suivre tout au long de cette tentative de record. Merci messieurs, bon vent, on vous salue, on vous souhaite bien sûr le meilleur et on vous retrouve très très vite.
Voilà, je ne sais pas si Charles nous entend encore. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. Voilà, merci à eux. Voilà, ils vont reprendre une activité normale, on va dire, sur un bateau. Si on peut avoir une activité normale sur ce bateau, Cyril. Il faut qu'ils travaillent quand même. Ah oui, c'est ça, oui, quand même, un petit peu, parce que c'est bien. En tout cas, moi, je voulais vraiment remercier Yann Eliès, parce que franchement, la position qu'il a aujourd'hui en tant que remplaçant n'est pas facile. Et vraiment, tout au long des entraînements qu'on a suivis, et il le savait dès le départ, en fait, qu'il était remplaçant. Et c'est jamais facile, en fait, de participer finalement à la marche du bateau, à l'équipage, à vivre, et puis de voir le bateau partir sans la personne. Je trouve humainement, il a été vraiment fantastique. Et vraiment, merci. Ouais, je commence à être un peu rodé à l'exercice parce que j'étais remplaçant aussi pour Apivia et Charlie Dalin. C'est vrai. C'était ma dernière occasion de partir autour du monde cet hiver. Bon, c'est vrai que... Cet hiver. Il y aura d'autres occasions, bien sûr. Il y aura d'autres occasions. En tout cas, moi, ça m'a donné la chance de naviguer sur ce magnifique bateau, la chance de faire partie un petit peu de cet équipage et de côtoyer toute l'équipe du Gitana Team. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas mieux dans le monde de la course au large. Et donc, voilà, je regrette vraiment pas d'avoir participer à cette épopée qui, j'espère, amènera le bateau en moins de 40 jours le 5 janvier prochain, je crois, c'est ça. On l'espère très fort. Il y a bien évidemment un équipage qu'on évoquera et qu'on va vous présenter dans quelques instants. Il y a surtout 2 skippers que vous avez choisi de mettre à bord de ce maxi trimaran Edmond Rothschild. Et ils ont vécu le trophée Jules Verne depuis de nombreuses années, chacun à leur manière. Ils nous en ont parlé, on les retrouve en vidéo, on se retrouve juste après. Moi, ce qui m'a fait rêver quand j'ai commencé à faire de la voile, j'ai lu un livre d'Éric Tabarly qui faisait le tour du monde avec un bateau. Et déjà, le fait de se dire, on part en bateau avec le vent qu'il y a partout, et de se dire, en claquant des doigts, je vais à l'autre bout du monde, je trouvais ça génial. Et d'ailleurs, j'ai fait de la voile avant, pas pour faire de la régate, quoi, dans mon esprit. C'était justement pour se dire, je peux voyager où je veux grâce à un bateau à voile. Le Jules Verne, quand j'étais jeune, c'est les choses qui ont commencé à m'intéresser, et je me souviens très bien de ce bateau bleu qui était l'ancien Jet Service, je crois, transformé pour Bruno Perron, qui a été le premier à battre le record. Et je me souviens de leur passage du Cap Horn qui était complètement dingue, et à l'époque on se disait ils sont vraiment inconscients de partir sur ce type de bateau dans le Grand Sud. C'était une première. Le trophée Jules Verne, c'est le record autour du monde, sans aucune contrainte, ni technique, ni humaine, parce que le règlement est aussi ouvert, permet de partir avec le meilleur bateau que l'humain est capable de faire aujourd'hui, donc c'est un peu un marqueur technique de notre époque, et on voit le développement qu'on a été capable de faire. C'est complètement incroyable, l'évolution de la voile en 30-40 ans, effectivement. On visait 80 jours, aujourd'hui on vise 40 jours, donc 2 fois plus vite. Le skipper et l'équipage d'IDEC ont donc bouclé le tour du monde en 40 jours. Dernière minute pour Olivier de Kersauzon qui en termine dans ce trophée Jules Verne. Fin de créage à tribord, plus qu'à 3 nautiques de la ligne quasiment. Loïc Perron qui a battu le record du monde sans escale et en équipage. Il y a plusieurs façons effectivement d'aller plus vite en bateau. Pendant des siècles, ça a été la longueur à la flottaison des bateaux. Plus c'était long, plus ça permettait d'aller facilement vite. Et à partir d'un certain moment, et notamment ces dernières années, ce concept-là ne fonctionne plus à partir du moment où on sort complètement de l'eau. Les safrans, les foils, qui sont devenus des ailes et qui nous portent maintenant, et qui permettent de passer de 50-55 mètres carrés de contact de surface à l'eau à seulement 4 mètres carrés quand on est porté par ces ailes. Et ça donne une réduction du frottement avec l'eau qui est très fort, et ça nous permet d'accélérer énormément. Donc la révolution, elle est là en fait, des bateaux volants. On veut battre le record, mais évidemment, ça serait magique de tomber la barre des 40 jours. Mais elle va être difficile à aller chercher, mais on y pense forcément, et on serait déçu de faire 40 jours 1 heure. Est-ce qu'on va réussir à faire voler un bateau autour du monde sur un trophée Jules Verne? C'est quand même une aventure, on sera dans les premiers, on sera les premiers bateaux à le faire, j'espère. La première chose, c'est déjà faire un tour du monde. Et la deuxième chose, c'est de le faire d'une certaine manière. Et le faire très vite, ça demande beaucoup d'ingrédients. Et c'est une énorme difficulté. Des difficultés techniques, des difficultés de pilotage, des risques humains qui donnent beaucoup de saveur et d'ingrédients à cette aventure.
moins de 40 jours. C'est l'objectif, hein, Cyril. C'est clairement établi. C'est ça, c'est l'objectif, moins de 40 jours. Ce serait génial. Parce pour, que comme pour dit tous. Charles, 40 jours et 1 heure, bon, c'est pas passionnant. Ça serait vraiment fort de taper en dessous des 40. Hein. Oui, il ne faut pas être mesquin. Il faut y aller franco. Et pour cela, vous êtes adjugé un très bel équipage qu'on va découvrir tout de suite en images. On aura l'occasion d'en parler en détail. Regardez plutôt une équipe de choc. 6 équipiers à bord du Maxi Trimaran Edmond Rothschild avec 2 skippers à bord, notamment Charles Caudrelier, naviguer avec passion, fédérer une équipe, c'est son credo. 3 tours du monde, dont 2 Volvo Ocean Race gagnés. Il s'élance pourtant pour son premier trophée Jules Verne. À ses côtés, son ami Franck Camas, skipper bien sûr, 2 tours du monde à son actif, un trophée Jules Verne, c'est le premier homme à être passé en dessous des 50 jours, il pourrait peut-être avec l'équipage passer en dessous des 40 jours, ça serait formidable, ça serait une très belle performance. Alors côté Yann Rioux, le médiaman du bateau qui nous fera vivre toutes les émotions avec talent, les aventures des marins du Gitana Team, on reviendra sur lui dans quelques instants. Aux côtés de ces garçons, il y a Morgan Lagravière aussi, barreur, régleur, le bisu, un des bisus du trophée Jules Verne sur ce bateau. À 33 ans, il est le plus jeune des marins du Maxi Edmond Rothschild. Son point fort, c'est la glisse aiguë. Il est reconnu comme pour avoir un incroyable toucher de barre. À ses côtés, il y a le boat captain David Boileau, bisu également sur le trophée Jules Verne, qui connaît parfaitement le bateau depuis plus de 10 ans dans l'équipe. Et puis à leur côté, Erwan Israël, barreur, régleur, 2 tours du monde à son actif, une victoire en Volvo Ocean Race avec un certain Charles Caudrelier et un Franck Camas, donc ils se connaissent bien les garçons. C'est un équipier recherché à bord des bateaux. Et puis à leur côté, mais à terre, cette fois-ci, le 7e homme du bateau, c'est le routeur Marcel Van Trierst. 5 tentatives de trophée Jules Verne, 2 récompenses par un record. Et puis en tant que navigateur, il était sur la Whitbread, sur la Volvo Ocean Race et sur le trophée Jules Verne avec Loïc Perron en 2012 qu'il a remporté. Il a remporté déjà 2 trophées Jules Verne, ça serait le 3e à son actif. Pour un routeur, c'est pas mal. Et puis bien sûr, Yann Eliès, équipier remplaçant, qui a accompagné la préparation de ce bateau. Une petite réaction sur cet équipage de rêve, Yann? Bon. On a déjà les 2 meilleurs skippers français du moment avec Charles et Franck. C'est sûr que ça, c'est un peu l'assurance tout risque du projet. Ensuite, on a du feeling avec Morgan, du cartésien avec Erwan Israël. On a la mémoire vivante de ce bateau avec David Boileau. Et ça, c'est important qu'on part sur un tour du monde, d'avoir quelqu'un qui connaît le bateau sur le bout des ongles, qui est capable de tout faire, de tout réparer. Et puis, on a le médiaman aussi du moment, le meilleur médiaman de ces 5 dernières années avec Yann Rioux. Ouais, on va revenir en image sur lui justement. Ouais, c'est vraiment un homme qui sait faire vivre et nous montrer ce qui se passe en mer. Et puis un mot sur Marcel, c'est le gourou. Alors on a notre gourou français avec Jean-Yves Bernot, mais là, Marcel, c'est vraiment le gourou de la météo sur ce parcours. Donc on a un équipage qui aurait été presque parfait si j'avais été à bord, mais bon, là, on n'est quand même pas loin de la perfection avec ces 7 hommes. Cyril, effectivement, on n'est pas loin de la perfection. Il y a une équipe incroyable sur ce Gitana Team. On a une équipe incroyable, c'est vrai, et Yann en fait partie, évidemment, et même s'il n'est pas sur le bateau. Et derrière tout ça, il y a effectivement aussi une équipe technique qui est derrière tout ça, parce qu'aujourd'hui, si on en est là, et si le bateau vole de cette manière et avec ces vitesses-là, et avec cette fiabilité-là aujourd'hui, malgré tout, c'est qu'il y a eu beaucoup de travail, et il faut vraiment penser à cette équipe, parce que l'équipage aujourd'hui exploite, et c'est finalement l'iceberg et la face visible de l'iceberg, mais derrière tout ça, il y a beaucoup de monde à travailler, et je peux vous assurer que les heures, elles sont pas comptées. Oui, on l'a rappelé, hein, effectivement, sur la préparation de ce bateau, des heures incroyables passées pour mettre au point ce bateau. Pourquoi avoir décidé de prendre pas un, mais 2 skippers pour ce projet Maxi Trimaran Edmond Rothschild? Alors l'anecdote, elle est assez drôle, c'est que on avait fait et Yann d'ailleurs faisait partie de ce recrutement-là, parce que c'est quelqu'un qui avant tout on cherchait finalement un skipper qui était capable de mener ce type de bateau en solitaire, et Yann en faisait partie, et en fait est ressorti vraiment de manière assez égale Charles et Franck. Mais ce qui était assez drôle, c'est que c'était sur des critères différents. Et à un moment, on ne savait pas comment les départager. Et donc, j'ai proposé à nos armateurs, comme je n'arrivais pas finalement à choisir, et puis eux, en fait, étaient aussi dans cette position en train de dire, bon, c'est vrai que c'est pas facile. Et j'ai dit, pourquoi on n'essaierait pas avec les 2 ?
Alors, ça a été possible parce que ces deux-là s'entendent très très bien. Ils se connaissent depuis très longtemps. Ils se connaissent depuis toujours. Et quand j'aurais proposé en fait cette possibilité-là, au début, ils étaient assez interrogatifs parce que tous les deux ont leur caractère. Et puis ils sont revenus le lendemain en me disant est-ce qu'on peut se voir? Je dis oui. Et ils m'ont dit de façon assez drôle. C'est pas con. Ils étaient d'accord. Et du coup, on est parti là-dessus. Et ça se passe bien, effectivement, on l'a vu, il y a une super synergie entre ces deux garçons. On va continuer, bien sûr, à partager avec vous ce départ de course qui a eu lieu, on le rappelle, cette nuit à 3h26 du matin. On a pu vous offrir ces images. On a pu vous offrir ces images grâce au médiaman du bateau. C'est un métier qu'on connaît mal, qui est assez nouveau dans le milieu de la voile, mais qui devient maintenant incontournable. On a besoin d'avoir des images, on a besoin de partager et de vivre les émotions à bord du bateau. Et sur le maxi trimaran Edmond de Rothschild, c'est Yann Rioux qui est à bord. Il a lui-même été navigateur, il l'est toujours d'ailleurs parce qu'il aura le droit de naviguer sur le bateau avec les garçons et les aider à la manœuvre. Mais il va surtout aussi nous offrir de belles images. Portrait de Yann Rioux, le médiaman du maxi Edmond de Rothschild. Je ne sais pas si ça se voit sur les images, mais la mer est très forte. Moi, j'ai pas vu ça depuis le Pacifique Sud, je crois, pendant la Volvo Ocean Race. J'ai toujours été dans la recherche de l'innovation sur l'image, essayer de faire des choses que je n'arrivais pas à faire avant. Et on a vécu une période extraordinaire. C'est vrai que les bateaux ont beaucoup progressé en performance, mais les instruments avec lesquels on filme les bateaux ont aussi beaucoup progressé. Il y a les drones évidemment, il y a aussi des caméras stabilisées qui font des ralentis incroyables, une définition de l'image très très élevée. Le drone en mer, ça révolutionne complètement la prise de vue en mer. Ça permet d'avoir une vue du bateau réelle, en course, au large, à des endroits où on ne peut pas aller normalement. Son problème, c'est qu'il va avoir presque le double de travail des autres, puisqu'il va devoir effectuer ses quarts et en même temps faire son travail de vidéo. Là, on a tout intérêt à avoir un médiaman qui soit aussi performant sur l'eau. En même temps, c'est bien parce qu'il va vraiment être noyé dans l'ambiance et complètement intégré dans l'équipage du coup. C'est normal que ce soit aussi parfait. Oui, c'est quand ta prépa physique. Sur le Jules Verne, je serai aussi équipier à part entière. Même si ça me laisse moins de temps pour produire des contenus, je serai d'une certaine manière encore plus immergé dans l'aventure. Je serai encore plus proche des sensations et des émotions des uns et des autres. Les mers du Sud, en tant que caméraman preneur d'images, et pour n'importe qui en fait, c'est quelque chose d'extrêmement spécial. On est dans un endroit où il n'y a rien. On est loin de tout le monde. On a des lumières comme il n'y a nulle part ailleurs. Et on est entouré finalement de nature. Et on est très sensible à cette nature. On sait qu'on ramène des contenus qu'on ne ramènera jamais ailleurs. De par cette situation privilégiée d'équipiers immergés dans un équipage, j'ai plus envie de raconter vraiment ce qui se passe. Essayer de faire vivre au public ce que c'est de faire un tour du monde assis sur ce bateau-là. On pense que c'est indispensable pour raconter l'histoire. Être complètement intégré dans la vie de l'équipage, dans la performance du bateau, j'ai l'impression qu'il y aura encore plus de justesse dans la façon de raconter l'histoire. Quand les gens seront fatigués, ou émus, ou contents, ou malheureux, je serai plus à même de le raconter parce que je serai moi-même ému, fatigué, malheureux ou content. J'espère que le contenu sera plus riche, finalement, que quand j'ai pas le droit de participer à la navigation. C'est pas quelque chose que je vais juste observer et rapporter, c'est quelque chose que je vais vivre. Yann Rioux, voilà, le médiaman du bateau. Cyril, c'est devenu incontournable maintenant, un médiaman à bord des bateaux. Pour faire vivre finalement toute cette belle histoire et qu'on puisse justement vivre ça pleinement, c'est vrai que le médiaman est hyper important. Et Yann, il a un rôle qui est capital parce qu'au-delà du fait qu'on a besoin d'avoir quelqu'un à la performance, parce qu'évidemment, ils sont 6 à bord et 5, ce serait quand même problématique, il a un double rôle, c'est-à-dire et tourner des images et les envoyer
et en même temps de faire marcher le bateau. Donc sa position, elle est vraiment pas facile. Et c'est vrai que dès le départ, il a fallu l'intégrer au sein de l'équipe pour que justement il arrive à faire tout ça. Et je peux vous assurer que c'est un de ceux qui dort le moins. Oui, ça, on s'en doute. Un autre qui dort pas trop, c'est Yann Eliès, parce que je sais qu'il a fait des routages cette nuit. Il va nous en parler dans quelques instants pour voir quelles sont les meilleures options pour ce trophée Jules Verne. Le trophée Jules Verne, on va regarder le parcours. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Yann, on va le découvrir. Ça commence à Ouessant. Ça commence à Ouessant avec l'Équateur, le premier point de passage, ensuite le Cap de Bonne-Espérance, l'entrée dans le Grand Sud avec l'océan Indien qui est souvent impitoyable. Sans limite dans le Sud. Hein, sans limite de glace, la Tasmanie, la Nouvelle-Zélande, le Pacifique qui est très long mais qui parfois s'avère un peu plus souple que l'Indien. Le fameux Cap Horn. Symboliquement, voilà, ça veut dire qu'on va remonter. C'est la délivrance. On sent qu'on se rapproche enfin de la maison. Et puis cette fameuse remontée qui fera l'objet de toutes les attentions parce que c'est aussi là qu'on sait si on est en mesure de battre ou non ce record. Environ 21 760 milles, 40 300 km à parcourir en moins de 40 jours, 23 heures, 30 minutes et 30 secondes. Et ce début de course, justement, si les garçons ont choisi de partir hier soir, c'est parce que la météo, la fenêtre se réduisait et il fallait prendre la décision de partir. Ouais, alors ce qu'on appelle une fenêtre dans le jargon. On va voir peut-être la carte du trophée Jules Verne, c'est viser un bon temps de passage à l'équateur. Ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise relativement bien parce que avec maintenant les conditions météo, les fichiers, on a les infos. 4 jours et demi sur les derniers routages, donc on voit qu'on possiblement on peut améliorer de quelques heures ce temps de passage détenu par Spindrift en 4 jours 19 heures. Et puis après le point le plus crucial, c'est cet Atlantique Sud qui est l'objet de toutes les attentions. On voit que sur le Vendée Globe en ce moment c'est compliqué, c'est difficile de couper l'anticyclone de Sainte-Hélène. Parce que ça détermine l'entrée dans le sud et donc on est emporté, il faut partir avec. C'est ça, on vise l'autoroute du Sud, mais si on pouvait attraper cette autoroute sans faire le tour de la paroisse, sans avoir à contourner l'anticyclone de Sainte-Hélène en allant directement vers le Cap de Bonne-Espérance, ce serait pas plus mal. Ce serait pas plus mal. Donc ça, on peut encore le maîtriser. Avec les bateaux qu'on a, on sait la vitesse à laquelle on va arriver, donc on peut avoir une idée des conditions, une idée du moins. Disons qu'avec des bateaux volants, c'est plus facile de traverser des zones avec du vent relativement faible. On va dire à partir de 15 nœuds de vent, le bateau était quasiment au maximum de son potentiel. C'était l'objet de l'attention de ces derniers jours parce qu'on a des conditions météo très changeantes. Pour pas vous le cacher, aujourd'hui, on ne sait pas exactement à quelle sauce on va être mangé sur cette tronçon du parcours, mais qui ne tente rien n'a rien. En tout cas, il faudra viser un temps de 11 jours au Cap de Bonne-Espérance si on veut réussir à contenir le temps de Francis Joyon, qui avait fait un temps record sur le tronçon Bonne-Espérance Australie. Il a le record d'ailleurs. Il a le record qui a été tout droit. Donc si on n'accumule pas un peu d'avance sur ce tronçon-là, ça va être difficile de contenir le temps de Francis dans le sud. Et ensuite, un dernier tronçon qui est vraiment aussi la record pour Francis, c'est Équateur, l'arrivée, où il avait fait pareil, un tout droit, passant quasiment à travers les Canaries pour revenir. C'était une route complètement atypique. Donc on voit que ce trophée va être très très dur à aller chercher et qu'il faudra accumuler de l'avance dans le sud et au passage du Cap Horn pour espérer aller chercher ce record. Le point positif, c'est que Charles Caudrelier a fait, je crois, des routages, plus de 6000 routages sur les 15 dernières années et normalement il y a entre 30 et 40% de chances de battre leur record. Voilà, pour le moment on en est là, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Les valeurs intrinsèques du bateau laissent espérer le meilleur et peuvent le permettre. Après, il faudra garder ce potentiel-là le plus longtemps possible. C'est la grande inconnue, faire voler un bateau autour du monde. On va faire un petit point météo aussi, Yann, sur les prochaines 24 heures. Qu'est-ce qui attend là, dans l'immédiat, les concurrents du bateau Maxi Trimaran Edmond Rothschild? Alors là, ils sont au portant, dans une vingtaine de nœuds de vent. La mer est relativement maniable, mais Charles nous disait en live que le vent était relativement instable. Ils vont arriver au Cap Finistère avec là un petit peu de portant et quelques empannages à négocier pour contourner ce premier cap. Et puis après, le positionnement dans 48 heures vers l'anticyclone des Açores pour placer ce dernier empannage avant de filer tout droit vers l'équateur. Et donc ça, c'est une trajectoire qu'ils vont affiner avec le routeur dans les heures à venir.
On va suivre tout ça très attentivement. J'imagine, Cyril, que vous n'allez pas beaucoup dormir dans les prochains jours. Comment on se sent justement quand on est directeur du Gitana Team, qu'on a attendu ce moment et que ça y est, ils sont partis? Vous êtes un petit peu orphelin ou au contraire, vous êtes heureux de les voir partir au large? Non, il y a de l'enthousiasme parce que ça fait déjà un moment qu'on y pense et qu'on travaille pour ça. Maintenant, c'est vrai que quand on fait partir un bateau avec cet équipage et là, ils vont aller parce que mine de rien, ils vont quand même très sud et dans des zones qui ne sont pas forcément hospitalières. C'est vrai qu'il y a toujours de l'appréhension et quand on va sur l'eau à plus de 40 nœuds, il y a ce stress forcément et donc d'autant plus quand on est de l'extérieur. C'est-à-dire que quand on est actif sur le bateau, c'est beaucoup plus, on va dire, on le vit mieux que de l'extérieur où finalement on subit presque le bateau alors qu'à bord on le vit. Oui, c'est ça. Là, on subit. Exactement. On va subir encore quelques jours, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Il va falloir suivre ça attentivement. On va pas tarder à se quitter. On va bien évidemment vous donner rendez-vous sur la chaîne YouTube Gitana Team où on va retrouver toutes les vidéos qui nous parviendront du bateau avec Yann Rioux qu'on a évoqué il y a quelques instants. Le site sur lequel on va retrouver toutes les infos et la carto qu'on va pouvoir suivre comme vous avez pu le voir en temps réel avec une réactualisation toutes les heures. Yann, vous allez continuer à faire les routages, à suivre ça attentivement, j'imagine? Oui, entre le Vendée Globe et maintenant ce trophée Jules Verne, on a de quoi s'occuper, vérifier si les routages, les polaires, les performances et les fichiers sont à la hauteur de ce qu'on espérait. Donc on va vivre là 40 jours rivés devant l'ordinateur et les positions et les vitesses instantanées, voir si tout va bien à bord. Ça va vraiment être passionnant. On va vous remercier Yann Eliès d'avoir été avec nous. Merci Cyril Dardashti d'avoir partagé ce moment et de nous avoir accueillis ici au cœur de la base de Gitana. On va revoir les images du passage de la ligne cette nuit à 3h26 et 26 secondes avec Charles Caudrelier, vous voyez, qui s'entretenait avec le cross pour annoncer le départ du bateau. On le rappelle, il faudra être de retour sur la ligne de Ouessant avant le 5 janvier 2h55 et 26 secondes. Voilà, c'est le temps à battre, bien sûr. C'est le temps à réaliser si l'on veut remporter le trophée Jules Verne et pouvoir aller chercher le trophée au musée de la Marine. Ce joli objet qui est en suspension dans l'air. Vous aurez peut-être l'occasion de le voir sur les réseaux sociaux. C'est magnifique cet objet. On aura l'occasion d'en reparler. Merci à toutes les équipes techniques qui nous ont permis d'être en direct avec le bateau parce que on s'habitue à avoir des images de mer, mais c'est toujours une performance. C'est jamais simple, on l'a bien vu. Donc bravo à eux et merci de leur disponibilité à l'ensemble de l'équipage du Maxi Trimaran Edmond Rothschild. Et puis continuez donc à suivre toute l'actualité sur les réseaux sociaux avec Gitana Team, avec le rendez-vous, on le rappelle, le 5 janvier, 2h55 et 26 secondes. On est avec eux. C'est ça, j'espère qu'ils arriveront avant. Oui, bien sûr, on espère aussi. Merci à tous de votre attention et à très bientôt. Merci, au revoir.